Il est 22h à Jeddah et le désert d'Arabie a froid, glacé. Non pas par la température nocturne, mais par le vent de panique qui vient de souffler sur la Maison Blanche. Regardez bien le tableau d'affichage. Fixez-le. FC Barcelone 3, Real Madrid 2. On pourrait croire à un match serré, un duel épique, un bras de fer équilibré. C'est le plus grand mensonge de la soirée. Ce que vous avez sous les yeux n'est pas une courte défaite, c'est une exécution publique qui a failli tourner au drame, un braquage tactique signé Hansi Flick qui laisse Xabi Alonso nu, sans réponse, au milieu des dunes. Tout le monde nous vendait ce match comme le choc des titans, la revanche, l'apogée du football mondial. Mais dès les premières secondes, l'odeur n'était pas celle de la poudre, c'était celle de la peur, et elle venait du camp madrilène. Avez-vous vu le regard de Rudiger à la 5e minute? Ce n'était pas de la concentration, c'était de l'incompréhension. Pourquoi? Parce que le Barça n'est pas venu jouer au ballon. Ils sont venus jouer aux échecs avec des marteaux. Flick a changé l'ADN. Oubliez le tiki-taka qui vous endort. Ce Barça-là est une machine verticale, méchante, directe. Le premier acte est un scandale de domination. On ne parle pas de possession stérile, on parle d'étouffement. Le milieu de terrain du Real, inexistant. Tchouaméni et Camavinga semblaient courir dans des sables mouvants, aspirés par le triangle des Bermudes, Catalan, Pedri, Gavi, Fermin. Et puis, la foudre tombe, pas par hasard, par punition. Rafinha, l'homme que l'on disait sur le départ il y a 2 ans, est devenu le bourreau officiel du Bernabéu. Son premier but n'est pas un but, c'est une déclaration de guerre, une course de 40 mètres, un appel tranchant comme une lame de rasoir dans le dos d'une défense madrilène, alignée comme des touristes perdus dans un aéroport. 1-0. Le stade retient son souffle. On attend la réaction du Real. On attend la fameuse remontada, la mystique, l'orgueil des champions. Mais il ne se passe rien. Le néant absolu. Vinicius lève les bras, râle, cherche des fautes qui n'existent pas, s'empêtre dans ses dribbles face à un Koundé impérial qu'il a mis dans sa poche et a fermé la fermeture éclair à double tour. C'est là que le suspense devient insoutenable. Combien de temps le Real peut-il tenir en étant aussi médiocre? La réponse est cruelle, 20 minutes. Robert Lewandowski, le vieux lion, on le disait fini, trop lent, dépassé, quelle blague. Sur le deuxième but, observez le vice, la malice. Il ne court pas vite, il court juste, il sent l'espace que Militao a laissé, cet espace grand comme un boulevard parisien, un dimanche matin. La passe arrive, le contrôle est de la soie, la frappe est du plomb. 2-0. Le Real est à genoux, la tête sous l'eau, et Flick sur son banc ne sourit même pas. Il sait que la bête est blessée, mais pas morte. C'est là que l'intrigue change de visage, c'est là que les méfaits commencent. Car un classico sans polémique n'est pas un classico. Juste avant la mi-temps, le jeu se durcit. Les coups bas pleuvent. On ne joue plus le ballon, on joue l'homme. Il y a cette semelle traînée sur Lamine Yamal qui aurait mérité le rouge vif, un rouge sang. L'arbitre ferme les yeux. Pourquoi? Pour le spectacle? Pour ne pas tuer le match? Cette décision, ou plutôt cette absence de décision, va planter les graines de la folie qui va s'emparer de la seconde période. Les Catalans rentrent au vestiaire avec la rage au ventre malgré le score, persuadés qu'on veut leur voler leur triomphe. Dans le vestiaire du Real, on imagine les murs trembler. Xabi Alonso, le gentleman, a dû perdre son flegme. Mais tactiquement, que peut-il faire? Son plan de jeu initial, attendre et contrer, a explosé en vol. Il doit tout changer, il doit prendre des risques insensés. Et c'est exactement ce que le Barça attend. C'est le piège parfait. Vous pensez que le Real va revenir avec le couteau entre les dents? Vous n'avez encore rien vu. Le début de la seconde période va vous faire basculer dans l'irrationnel. Imaginez la scène. Le Real revient sur la pelouse, ils n'ont plus le choix. Ils se ruent à l'attaque, désordonnés, furieux. Et c'est là, précisément, à ce moment de vulnérabilité extrême, que le Barça va porter l'estocade que tout le monde croyait fatale. Rafinha, encore lui, toujours lui. Un contre-assassin mené à 200 à l'heure, 3-0. C'est l'humiliation, c'est la fin. On voit des supporters madrilènes quitter le stade. Les commentateurs préparent déjà les éloges funèbres du Real Madrid version 2026. Fin de cycle. Naufrage, honte, les mots sont prêts, mais le football est le seul endroit au monde où un cadavre peut se relever pour vous mordre à la gorge. Alors que le Barça commence à faire tourner, à sourire, à penser aux photos avec le trophée, quelque chose d'imperceptible change dans l'air. Un relâchement coupable, une arrogance mal placée, ou simplement la magie noire du Real Madrid qui opère quand tout espoir est consumé. Vinicius Junior, jusqu'ici fantomatique, reçoit un ballon anodin sur le côté gauche. Il est entouré de 3 joueurs. Il n'a aucune issue.
Mathématiquement, l'action est morte. Mais Vinicius ne fait pas des maths, il fait de la magie. Un crochet, une accélération foudroyante, une frappe contrée qui lobe le gardien. 3-1. Un but pour l'honneur, c'est ce que tout le monde pense, sauf eux, sauf ces 11 types en blanc qui soudainement retrouvent la mémoire. Ils se souviennent qu'ils sont immortels. Et là, mes amis, le match bascule dans la 4e dimension. La peur change de camp. En une fraction de seconde, le Barça, si serein, si dominateur, commence à trembler. Les passes ne s'assurent plus. Les dégagements sont hâtifs. Le stade qui dormait se réveille en hurlant. Et le pire est à venir, car le destin a décidé de jouer avec les nerfs de de Flick. Il reste 15 minutes en enfer. Le jeune Gonzalo Garcia entre en jeu. Un gamin. Personne ne le connaît, ou presque. Il a la fougue de l'inconscience. Sur son premier ballon, il ne se pose pas de questions. Il frappe, le filet tremble. 3-2. Le temps s'arrête. Ce n'est plus du sport, c'est du cinéma d'horreur pour les supporters barcelonais. Ils menaient 3-0, ils dominaient le monde et soudain, ils se retrouvent à un but de la prolongation, à un but de la catastrophe absolue, à un but de devenir la risée de l'histoire. La remontada n'est plus un mythe. Elle est en train de prendre forme sous nos yeux, monstrueuse, inéluctable. Le Barça est KO debout. Ils ne jouent plus, ils survivent. Chaque centre du Real est une alerte à la bombe. Chaque corner est une torture. Et comme si le scénario n'était pas assez dramatique, le diable s'invite à la fête. Kylian Mbappé. Il était sur le banc, le voilà qui s'échauffe. Le bruit monte, il rentre. La menace nucléaire est sur le terrain. Le Barça recule encore. Ils sont acculés sur leur ligne de but. Et c'est là que le match va déraper définitivement. C'est là que l'héroïsme va côtoyer la bêtise. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Le chrono affiche 90+2. Le ballon brûle. Frenkie de Jong, le métronome, l'homme de glace, va commettre l'irréparable. Il voit Mbappé partir dans le dos. Il sait que s'il passe, c'est fini. Alors il fait ce qu'il ne faut pas faire. Ou peut-être ce qu'il devait faire pour sauver sa patrie. Un tacle, pas un tacle pour le ballon, un tacle pour tout casser. Le bruit du choc résonne jusqu'en Catalogne. Carton rouge, immédiat, indiscutable. Le Barça va finir à 10 contre le Real Madrid, à 10 contre l'histoire, à 10 contre le destin. Il reste 4 minutes d'arrêt de jeu, 4 minutes qui vont durer une éternité, 4 minutes où chaque seconde est une année de vie en moins pour les cardiaques. Le coup franc est placé à 20 mètres. Idéal. Tout le monde est monté, même le gardien du Real. C'est le chaos total, c'est la guerre de tranchées. C'est la panique, c'est l'anarchie. Courtois est dans la surface du Barça. Il dépasse tout le monde d'une tête. Tour de contrôle belge venu semer la terreur. Le coup franc est tiré. La balle flotte, vicieuse, elle contourne le mur. Elle plonge. Le stade hurle au but. Mais non, Ter Stegen, l'homme oublié, l'homme critiqué, sort la parade de sa vie. Pas une belle parade, une parade moche. Du genou, de l'épaule, on ne sait même plus. Le ballon traîne dans les 6 mètres. C'est un flipper. Un pied madrilène, un tibia catalan. Araujo se jette comme un soldat sur une grenade pour contrer la reprise de Valverde. Le ballon dégage en touche. Le temps est fini. L'arbitre regarde sa montre. Il hésite. Il sait que s'il siffle maintenant, il tue le suspense. Mais s'il laisse jouer, il risque l'émeute. Il porte le sifflet à ses lèvres. 3 coups brefs. 3 coups de poignard dans le cœur des Madridistas. C'est fini. Le Barça est champion. Mais ne coupez pas, ne croyez pas que l'histoire s'arrête à ce coup de sifflet. C'est maintenant que l'autopsie commence. C'est maintenant qu'on va ouvrir le ventre de ce match pour comprendre comment le Real Madrid, le roi de l'Europe, s'est fait humilier tactiquement avant de sauver les apparences par miracle. Car soyons clairs, le score de 3-2 est un mensonge diplomatique. C'est un cache-misère. La réalité, c'est que pendant 70 minutes, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain. Regardons la vérité en face. Ce n'est pas une victoire, c'est une leçon. Hansi Flick n'a pas juste battu Xabi Alonso. Il l'a dénudé. Il a exposé aux yeux du monde entier les failles béantes d'un système madrilène qui repose trop sur l'héroïsme et pas assez sur le football. Flick a installé un piège diabolique, la ligne haute. Vous avez vu cette ligne défensive du Barça ? Elle était suicidaire, posée quasiment sur la ligne médiane. C'était de la folie pure face à la vitesse de Vinicius et Rodrigo. Tous les experts disaient que c'était du suicide. Et pourtant, le Real est tombé dans le panneau à chaque fois. 10 hors-jeu, 10 fois. Les attaquants du Real sont partis trop tôt, frustrés, piégés comme des amateurs. C'est ça le génie tactique. Transformer la plus grande force de l'adversaire en sa plus grande faiblesse. Et parlons des méfaits. Parlons de ce qui ne tourne pas rond. Le cas Kylian Mbappé.
C'est l'éléphant dans la pièce, le sujet qui fâche, le tabou que personne n'ose aborder à Madrid ce matin. Pourquoi le meilleur joueur du monde commence-t-il une finale sur le banc? On nous parle de gestion physique, de petites gênes. Foutaise! Regardez son entrée. Il était explosif, il avait faim. Non, la vérité est ailleurs. Il y a une fracture souterraine entre la vision rigide d'Alonso et l'ego de ses stars. En laissant Mbappé sur le banc, Alonso a voulu montrer qui était le patron. Il a voulu jouer au plus malin. Résultat, il a perdu le match et il a peut-être perdu son vestiaire. Quand vous avez une Ferrari dans le garage, vous ne prenez pas le bus pour aller faire une course. Vous sortez la Ferrari. Ce choix arrogant va hanter les nuits du coach madrilène. De l'autre côté, regardez la lumière. Lamine Yamal. Ce gamin n'est pas normal. Il n'a pas l'âge de conduire une voiture, mais il conduit l'attaque du Barça comme un vétéran de 30 ans. Son duel à distance avec Vinicius a été cruel. Vinicius a passé son temps à pleurer auprès de l'arbitre, à haranguer le public, à se battre contre ses propres démons. Yamal, il a souri, il a joué, il a dansé. Il y a une action à la 55e minute qui résume tout. Vinicius perd le ballon en tentant un dribble impossible et râle. 10 secondes plus tard, Yamal récupère, efface Mendy d'un simple mouvement d'épaule et lance l'action du 3-0. L'efficacité contre le show, la pureté contre le bruit. Le futur ballon d'or était peut-être sur le terrain, mais il ne portait pas le maillot blanc ce soir-là. Et que dire de l'arbitrage? Ah, l'arbitrage, le sujet préféré des repas de famille le dimanche. Les Madrilènes crient au scandale pour le temps additionnel trop court. Les Barcelonais hurlent au complot pour le rouge de De Jong jugé trop sévère. Mais soyons honnêtes 2 secondes, l'arbitre a été dépassé par les événements. Il a laissé l'agressivité monter crescendo jusqu'à ce que le match lui échappe. Les tacles volaient, les insultes fusaient. C'était un combat de rue déguisé en match de gala. Et dans ce chaos, c'est souvent le plus vicieux qui gagne. Ce soir, le Barça a su être vicieux. Ils ont cassé le rythme quand il le fallait. Ils ont simulé des crampes. Ils ont joué avec la montre. C'est moche? Peut-être. C'est efficace? Absolument. C'est comme ça qu'on gagne des titres. On ne gagne pas des finales en étant des enfants de cœur. Pour le Barça, c'est l'inverse. C'est l'euphorie. C'est la validation. Flick a prouvé que son projet n'était pas un feu de paille. Il a prouvé qu'on pouvait gagner avec des gamins de la Masia entourés de quelques vieux briscards. Ce trophée n'est pas juste une coupe en métal qu'on pose sur une étagère. C'est un totem d'immunité. Ça achète du temps, de la sérénité, de la crédibilité. Les investisseurs vont sourire, les supporters vont remplir le stade, le merchandising va exploser. C'est un coup de boost économique et sportif monumental. Vous pensez que j'exagère? Vous pensez que c'est juste du sport? Détrompez-vous. C'est de la politique, c'est de l'ego, c'est du business, c'est de la passion brute. Et vous, au milieu de tout ça, vous devez choisir votre camp. Êtes-vous du côté de la machine froide et calculatrice de Flick qui broie ses adversaires? Ou du côté du chaos magique du Real qui refuse de mourir? Posez-vous la question, si vous étiez à la place de Xabi Alonso ce soir, que diriez-vous à Mbappé dans le vestiaire? Vous vous excuseriez ou vous lui hurleriez dessus pour ne pas avoir fait la différence en 15 minutes? C'est ça le dilemme du leader, c'est ça la solitude du pouvoir. Mais il n'est pas le seul coupable, oh que non. Regardons au milieu du terrain, là où les guerres se gagnent, là où les empires se bâtissent. Aurélien Tchouaméni, le colosse, la sentinelle, l'homme censé éteindre les incendies. Ce soir, il était le pyromane. Son placement était une énigme, son impact physique une illusion. Face à la mobilité incessante de Pedri et à la rage de Gavi, Tchouaméni ressemblait à un paquebot essayant de manœuvrer dans une baignoire. Il était lourd, il était lent, il était en retard sur tout. Sur le deuxième but du Barça, regardez le ralenti. Ne regardez pas le buteur. Regardez Tchouaméni, il trottine, il regarde le ballon passer, il ne coupe pas la ligne de passe, il est spectateur de sa propre déchéance. Pour un joueur de son statut, avec son salaire, avec ses prétentions, cette passivité est une faute professionnelle grave. Il a laissé sa défense à nu, exposée au vent violent de l'attaque catalane, sans jamais dresser le moindre barrage. C'est une trahison silencieuse. Et que dire de l'architecte de ce désastre, Xabi Alonso, le chouchou des médias, le tacticien moderne. Ce soir, il a été mangé tout cru. Il a voulu jouer aux échecs contre un Hansi Flick qui était venu faire de la boxe thaïlandaise. Alonso a parié sur la prudence, sur le bloc médian, sur l'attente. Erreur fatale, on ne joue pas la prudence contre ce Barça-là. On ne leur laisse pas le temps de s'installer.
En refusant le pressing haut dès le début, Alonso a donné les clés du camion à Flick. Il a laissé De Jong et Pedri dicter le tempo, installer leurs fauteuils, boire leur café et organiser les attaques comme bon leur semblait. Et quand le plan A a échoué, quel était le plan B? Il n'y en avait pas. Les changements d'Alonso sentaient-ils la panique, l'improvisation totale. Faire entrer des attaquants pour empiler des attaquants sans structure, c'est du football de cours de récréation, pas du football d'élite. Xabi Alonso a perdu ce soir bien plus qu'un match. Il a perdu son aura d'infaillibilité. Il a montré au monde entier que sous la pression extrême, le costume est peut-être un peu trop grand pour lui. Maintenant, tournons la tête vers la lumière, vers ceux qui ont marché sur l'eau, ceux qui ont transformé ce stade en temple à leur gloire. Rafinha, monsieur 10 sur 10. Monsieur, je cours jusqu'à ce que mes poumons explosent. Quel joueur, quelle métamorphose. On se souvient de ses débuts de timide, de ses doutes. Aujourd'hui, c'est un animal. Il a le sang-froid d'un tueur à gages et le cœur d'un marathonien. Sur son premier but, la course qu'il fait n'est pas humaine, c'est une flèche. Il coupe la défense madrilène en deux comme Moïse ouvre la mer Rouge. Mais ce n'est pas seulement ses buts, c'est son attitude, c'est sa hargne. À la 89e minute, alors qu'il a déjà tout donné, on le voit revenir sprinter sur 60 mètres pour tacler Vinicius dans sa propre surface. Ça, mes amis, ça ne s'achète pas au mercato. Ça, c'est l'âme d'un leader. Rafinha n'a pas seulement porté le brassard, il a porté l'équipe, le club et l'honneur de toute la Catalogne sur ses épaules. Il a regardé le Real Madrid dans les yeux et il leur a dit « Ce soir, vous ne passerez pas ». Et comment ne pas parler de la révélation, du miracle permanent? Pau Cubarsí, 18 ans, je répète, 18 ans. À cet âge-là, on est censé trembler quand Kylian Mbappé entre sur le terrain. On est censé demander un autographe à Vinicius. Cubarsí, lui, a sorti sa règle et son équerre et il a donné une leçon de géométrie. Son anticipation est surnaturelle. Il ne court pas vite, il n'a pas besoin de courir vite, car il est déjà là où le ballon va arriver. Il lit le futur, il a éteint les incendies avant même qu'il ne démarre. Il y a cette action à la 60e minute où le Real part en contre à 3 contre 2. Tout le monde panique, le stade retient son souffle. Cubarsí, il ne recule pas. Il avance, il intercepte la passe de Bellingham avec une insolence glaciale, lève la tête et relance proprement. Pas de dégagement en touche, pas de panique, de la soie. C'est effrayant de maturité. Ce gamin n'est pas le futur, il est le présent impérieux d'une défense qui se cherchait un patron depuis le départ de Piqué. Elle l'a trouvé et il a un visage d'adolescent. Mais au-delà des individualités, c'est le triomphe d'un système. Le flickball n'est plus une théorie, c'est une arme de destruction massive. Avez-vous vu cette ligne de hors-jeu? C'était de l'art, c'était une chorégraphie mortelle. La défense du Barça jouait à 50 mètres de ses buts, compressant le terrain, étouffant le Real. C'est un risque insensé, c'est marcher sur un fil au-dessus du vide sans filet de sécurité. Une erreur de communication, un pas de trop, et c'est le but encaissé. Mais ils l'ont fait, encore et encore. Ils ont piégé Mbappé, ils ont piégé Vinicius, ils ont piégé Rodrigo. 10 fois le drapeau s'est levé, 10 fois la frustration a monté dans les rangs madrilènes. C'est une victoire psychologique totale. Flick a forcé le Real à jouer contre nature, à se précipiter, à déjouer. Il a transformé le terrain en un piège géant où chaque pas des madrilènes déclenchait une mine. Cependant, ne soyons pas aveugles, tout n'est pas rose. Il y a une tache sombre sur ce tableau de maître, une tache qui aurait pu tout gâcher, Frenkie de Jong. Son expulsion est un scandale d'intelligence, ou plutôt une absence d'intelligence. À 3-2 dans les arrêts de jeu, faire un tacle aussi grossier, aussi visible, aussi désespéré, c'est donner des munitions à l'ennemi. C'est offrir au Real l'opportunité de se victimiser, de crier au complot, de galvaniser ses troupes pour les dernières secondes. De Jong est un joueur magnifique, mais ce soir, il a failli être le fossoyeur de sa propre équipe. Il a perdu ses nerfs quand il fallait être de glace. Cette image de lui sortant du terrain tête basse sous les huées contraste violemment avec la joie de ses coéquipiers. C'est un avertissement. Le Barça est fort, mais le Barça est fragile émotionnellement. Ils peuvent dominer le monde pendant 89 minutes et se saborder en une seconde de folie. Flick le sait. Il va lui remonter les bretelles dans le vestiaire et ça va chauffer. On ne gagne pas la Ligue des Champions avec des comportements de kamikaze. Et maintenant, le dossier le plus brûlant, le X-Fil de la soirée, le cas Kylian Mbappé. C'est l'éléphant dans le couloir du stade. Pourquoi le meilleur joueur de la planète était-il assis sur un siège en plastique pendant 75 minutes? On nous parle de rotation, on nous parle de fatigue, mensonge, foutaise. Regardez son visage sur le banc.
Ce n'était pas le visage d'un joueur fatigué, c'était le visage d'un homme en colère, une colère froide, contenue, mais prête à exploser. Il y a une fracture, c'est évident. Entre la rigidité tactique allemande de Xabi Alonso et la liberté créative demandée par la star française, le courant ne passe plus. Alonso veut des soldats, Mbappé veut être le général. En le laissant sur le banc pour une finale, Alonso a envoyé un message politique « Je suis le patron, personne n'est au-dessus de l'institution ». C'est courageux, mais quand on perd 3-2, ce n'est plus du courage, c'est du suicide. Imaginez l'ambiance dans le vestiaire du Real en ce moment même. Le silence doit être assourdissant, coupé seulement par le bruit des crampons sur le carrelage. Mbappé ne doit pas dire un mot, il doit juste regarder Alonso. Un regard qui pèse plus lourd que toutes les insultes. Vinicius doit être dans son coin, bouillant, se sentant abandonné. Bellingham, épuisé, doit se demander ce qu'il fait dans ce bourbier tactique. Ce n'est pas juste une défaite, c'est une bombe à retardement qui vient d'être activée au cœur du vestiaire madrilène. Les égos vont se heurter, les clans vont se former, la presse va souffler sur les braises dès demain matin, la crise, le divorce, la guerre civile. Les titres sont déjà prêts. Le Real Madrid est une poudrière. Et ce soir, le Barça a craqué l'allumette. Nous assistons peut-être au début de la fin pour l'ère Alonso, avant même qu'elle n'ait atteint son apogée. Et c'est là que réside le véritable drame de cette soirée. Ce n'est pas le score, ce sont les regards, les non-dits, les gestes d'agacement. Quand Vinicius a levé les bras au ciel après une mauvaise passe de Valverde à la 70e minute, il n'en voulait pas à Valverde. Il en voulait à la terre entière, il en voulait au système. Il sentait l'impuissance. Et l'impuissance, au Real Madrid, c'est le péché capital. On a le droit de perdre, mais on n'a pas le droit d'être impuissant. On n'a pas le droit d'être dominé, baladé, ridiculisé. Alors, que reste-t-il de cette nuit ? Des cendres et des diamants. Les diamants sont catalans, bruts, éclatants, taillés par la main ferme de flics. Les cendres sont madrilènes, grises, amères, goût de trahison et d'inachevé. Mais attention, l'histoire du football nous a appris une chose, ne jamais enterrer le Real Madrid trop vite. Ils sont comme ces monstres de films d'horreur qui se relèvent toujours pour une dernière séquence, même avec une balle dans la tête. Ils vont vouloir du sang, ils vont vouloir se venger. La bête est blessée, humiliée, et c'est là qu'elle est la plus dangereuse. Mais ce soir, ne boudons pas notre plaisir. Ce soir, le football a parlé. Il a dit que le talent ne suffit pas sans le travail. Il a dit que les noms sur le maillot ne valent rien face à un collectif soudé. Il a dit que la tactique, quand elle est exécutée avec passion, est la plus belle des formes d'art. Nous sommes arrivés au bord du précipice, nous avons regardé dans l'abîme des erreurs madrilènes et nous avons contemplé les sommets de la gloire barcelonaise. Mais il reste une dernière zone d'ombre à explorer, une zone que personne n'ose toucher. L'argent, les conséquences politiques, ce qui va se passer demain dans les bureaux feutrés de Florentino Pérez et de Joan Laporta. Car ce match a des répercussions qui dépassent le terrain. Des têtes vont tomber, des contrats vont être déchirés, des décisions radicales vont être prises sous le coup de l'émotion. Et je sais des choses, j'ai entendu des bruits de couloirs qui feraient trembler les murs du Bernabéu. Vous pensez que c'est fini ? Vous pensez qu'on va se dire bonne nuit et passer à autre chose ? Vous êtes naïfs. Le vrai match commence maintenant. Le match de l'influence, le match des médias, le match de la survie. Restez connectés, ne bougez pas d'un millimètre. La suite va vous couper le souffle. Ce que je vais vous révéler dans quelques instants va changer votre vision de ce classico à jamais. Vous croyez tout savoir ? Vous ne savez rien, absolument rien. Préparez-vous pour l'ultime révélation. Préparez-vous pour le choc final.